Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dans les années 1970, la télévision suisse romande diffuse une émission littéraire que tout le monde regarde là-bas à l'époque, émission de la journaliste Catherine Charbon, qui s'intitule « La voix au chapitre ». Le numéro de novembre 1974 est consacré à un jeune publicitaire parisien, auteur déjà de 4 romans, Lady Black, Evolène, Les Loukoums, ça se passe à New York, et Le cœur qui cogne. Le nom de ce trentenaire à moustache a langui dans le bel appartement qu'il partage à Paris avec 2 chats. Il écrira d'ailleurs plus tard « Une vie de chat » et ce sera un de ses plus gros succès. Son nom, Yves Navarre. Il est le fils d'un président de l'Institut français des pétroles dont l'enfance à Neuilly peut être résumée à 3 mots, le confort, l'ennui et le manque d'amour. Ce jeune publicitaire affiche sa préférence sexuelle pour les garçons avec une sorte de tranquillité provocatrice, disons-le sourdement militante. On est dans ce milieu des années 1970 où est en train de naître tout un mouvement de ce point de vue. Catherine Charbon souligne tout cela par un mot, le mot de scandale qu'elle va répéter 3 fois et qui fait tiquer le jeune auteur. « Vous n'avez que ce mot-là à la bouche », lui dit-il. Pour ceux qui n'ont pas lu ces livres, dit l'introduction de l'émission, Yves Navarre fait figure de scandaleux jeune homme qui a posé dans des magazines spécialisés, vêtu en tout et pour tout de sa jolie moustache, qui s'applique, dirait-on, à se forger un personnage irritant à force d'être narcissique, plaqué sur le dernier cri de la mode, en un mot, hyper parisien. C'est un homme de publicité qui s'affiche. Seulement Catherine Charbon prend soin de ne pas s'en tenir à cette première approche, qui, évidemment, comme ça, a priori, n'a pas l'air si attrayante. Au-delà de l'artifice, poursuit-elle, au-delà du décor, il y a l'écrivain. Un de ceux, si rares, qui imposent une voix, un ton unique. Ses romans sont tantôt agressifs et provocateurs, tantôt vulnérables et tendres, comme l'enfance. Et on voit, tandis que se précise le portrait, Yves Navarre, avec un pull bleu marine, devant un grand tableau de nu. Il est en train de taper avec ses 2 index sur une machine à écrire rouge sang, qui est presque trop 70s pour être vrai. Il est, ajoute la chronique à l'intention des téléspectateurs suisses romans de 1974, il est un des écrivains les plus doués de sa génération et il faut l'écouter, même si sa voix, parfois, vous choque. La voix du jeune écrivain, surnageant à peine sur les bruits de rue que laisse entrer la fenêtre ouverte, cette voix est vaguement précieuse, son débit est assez lent, maîtrisé, il tente de camoufler une espèce d'essoufflement dont il n'est pas difficile de saisir qu'il est dû à l'effort qu'il accomplit pour ne pas se mettre en colère contre des questions qu'il juge convenues, sans aucun doute. Je suis toujours un bourgeois, dit-il avec la terminologie qui est en vogue à cette époque. Vous savez, on n'est pas très loin de mai 68 encore. Pas vraiment un grand bourgeois, sûrement plus qu'un petit bourgeois dans la mesure où j'ai eu une enfance choyée, luxueuse et finalement malheureuse parce que je n'acceptais pas les jeux de ma famille, c'est-à-dire tous les jeux d'omission, dit-il. Et il précise, tendresse par omission, franchise par omission, je n'ai jamais accepté l'hypocrisie de ma famille. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les éditions Séguier publient de longs extraits choisis du journal d'Yves Navarre entre la nuit du 29 au 30 mars 1971 et le dimanche 21 octobre 1990. Ça fait près de 20 ans. Il devait se donner la mort le 24 janvier 1994 en avalant des barbituriques. Dans la biographie qu'il nous propose en préambule, Frédéric Andro évoque bien ce rejet par le tout jeune adolescent des hypocrisies familiales. Il s'en sentait éloigné, différent, dit-il. Il ne savait pas encore bien comment désigner ce qui se passait dans son entourage, mais il ne supportait déjà pas ce qu'il appellera plus tard les jeux d'omission de sa famille. Nous y voilà. Il aura, une fois devenu adulte, la lucidité de mettre des mots sur les actes, les bons mots. Il parlera d'omission de tendresse, d'omission de franchise, d'hypocrisie aussi, des mots durs. Plus il grandira et plus les mots viendront, plus ils seront durs et impitoyables.
En 1959, c'est-à-dire que le jeune homme a maintenant plus de 18 ans, il a quasiment 19 ans. Il est devenu donc un homme qui essaie de résister à tout ce milieu très frelaté dans lequel il évolue et qui essaie de s'opposer à l'autorité paternelle, mais qui n'y arrive pas. Et voilà ce qui va se passer en 1959 donc, et c'est Frédéric Andreau qui le raconte, je le cite. Ce jour-là, il s'était enfermé dans la chambre d'Yves, il parle du père d'Yves Navarre. Il avait claqué nerveusement la porte pour infliger à son fils une des pires humiliations qu'un père puisse infliger à son fils. Il lui avait demandé de lire à haute voix devant lui une lettre intime, une lettre écrite par un garçon qui confiait à Yves qu'il l'aimait, une lettre que le père avait dérobée parmi tant d'autres en fouillant les endroits les plus secrets de la chambre du jeune homme. Il s'agissait ni plus ni moins d'un viol, celui de son intimité, violer l'intimité de son fils. Comment imaginer que cela soit possible ? Yves s'était exécuté, nous dit Frédéric Andreau. Il avait lu chaque mot, les joues rouges, le souffle court. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de lui, qu'il allait mourir devant le sadisme de cet homme qu'il ne savait plus avec quels yeux regarder. Puis, après, le grand silence. Rien de plus n'avait été dit, mais c'était à ce moment-là que René Navarre, donc le père, avait sérieusement envisagé de faire subir à son plus jeune fils une lobotomie sur les conseils de psychiatres et de médecins spécialisés qui lui promettaient de lui rendre un fils, je cite, guéri de ses déviances sexuelles. Nous étions à la fin des années 50. La pratique, qui consistait à détruire de façon partielle la région préfrontale du cerveau, battait son plein. Elle avait été découverte par un psychiatre portugais à qui elle valut le prix Nobel de médecine. Il n'en fallut pas davantage pour qu'on y voie une technique fiable, surtout après que 2 scientifiques américains l'eurent appliquée sur un chimpanzé colérique devenu placide à la suite de l'intervention. Tous les espoirs étaient permis, c'étaient les pleines années de cette méthode psychiatrique de choc. Évidemment, à l'époque, Yves Navarre ne sait pas ce qu'a tenté son père ou ce par quoi il a été tenté. Ce n'est que 10 ans plus tard, nous dit l'auteur, que drapé dans sa bonne conscience, il affirmera qu'il avait soigneusement envisagé, parce qu'il l'avait toujours voulu faire, parce qu'il avait voulu tout faire pour sauver son fils. C'est à l'un de ses oncles, qui avait souligné la dimension indigne de cette pratique chirurgicale pour les chrétiens pratiquants, qu'Yves devait d'avoir été épargné. L'oncle Gabriel, pas l'ange, l'oncle. Yves va essayer de fuir dans la littérature notamment, dans le cinéma, dans tout ce que l'époque peut lui apporter d'horizons nouveaux. Et c'est par Jean Genet, le grand auteur de La Transgression, qu'Yves Navarre parviendra à s'accepter, à se comprendre peut-être. Yves était mi-fasciné, mi-effrayé par l'univers que Genet décrivait, nous dit Andreau. La prison, les nuits de débauche, les mauvaises rencontres, tout ce que le jeune homme protégé de Neuilly n'avait jamais connu. Il se promettait peut-être intérieurement d'être capable de faire la même chose. Genet était conspué ou adulé. Yves rêvait d'inspirer des sentiments si extrêmes, ne laisser personne indifférent. Frémissements intérieurs et indicibles. Vous écoutez Radio Classique. Le moment est peut-être venu d'ouvrir ce journal d'Yves Navarre que publient les éditions Séguier sous la direction de Frédéric Andreau. Je l'ouvre à la page du dimanche 1er avril 1979, c'est-à-dire que 10 ans, si l'on peut dire, ont déjà passé depuis le début, depuis les toutes premières pages de ce journal. Minuit. Il serait temps de changer de cap. Jamais je ne me suis senti aussi traqué de toutes parts. Jamais je n'ai eu aussi fort la certitude de n'avoir jamais dit ce qu'on voulait me faire dire et de n'avoir dit ou fait que ce que je n'aurais pas dû dire ou faire, en vertu rivée de leur conformisme cosmique. Ah, quelle comédie! Je suis né non conforme, je ne parle pas d'anticonformisme. Je suis né à une origine, je ne dis pas que je sois original, je suis né dans une écriture qui est mienne, je ne dis pas dans l'écrit. Je suis né pour être connu au sens où l'on étreint, je ne dis pas reconnu.
Je suis né pour être connu dans mon identité, qui est mon écriture, une écriture non conforme. Et je le dis, ma souffrance n'est que vie et goût de la vie. Mon désespoir est terriblement vivant. Les années de malentendu ne peuvent ni ne doivent avoir encore prise sur ces pages, témoignages et sur moi-même, debout. Je n'en peux plus, je suis traqué de partout. L'expérience de mon passage à Lyon, les journalistes, la conférence à la bibliothèque, l'émission de radio, la présentation de dialogue de sourdes, la confrontation avec le jeune homme, la soirée chez mon frère, tout. J'ai tout vécu en 48 heures et ma rencontre avec Robert Laffont, quand je lui ai remis le manuscrit du temps voulu, tout est bloqué. C'est l'amour où je meurs, c'est debout ou bien je tombe, je n'en peux plus. Il me faut puiser des forces et faire face plus que jamais. Aller, minuit 10, me coucher et tenter le sommeil. Bientôt va commencer cette année 1980 qui est d'une certaine manière, on peut le dire, la grande année d'Yves Navarre. Un moment extraordinaire où à 40 ans, il va connaître à la fois tous les bouleversements possibles. Le mercredi 24 septembre, je lis la seule ligne, petite ligne qu'il y a dans son journal sur ce mercredi 24 septembre 1980. « Maman est morte ce matin, je pars pour Condom demain. » Voilà, c'est sobre. Et puis, quelques temps plus tard, pas très longtemps plus tard, et après une longue absence du journal, lundi 17 novembre 1980, j'ai le Goncourt. Il faut vous dire que le prix Goncourt lui a été décerné pour son célèbre roman « Le jardin d'acclimatation ». J'ai le Goncourt. Tout s'est passé calmement et dans une joie possible. Il est tard dans la nuit, pendant 10 heures d'affilée, j'ai répondu à la télé, à la radio, à la presse. Je pensais à maman. La nuit dernière, elle m'appelait. Je pensais à elle et j'ai été calme. Alors, évidemment, pour une nature comme la sienne, se retrouver sous les feux des projecteurs grâce ou à cause du prix Goncourt, ça n'est évidemment pas très simple ni facile. Voici ce qu'il écrit quelques jours après. On est le samedi 22 novembre 1980. Vertige de tout ce qui a été dit depuis lundi. 20h, journal inattendu sur RTL. J'ai un peu dit un mot pour un autre, tant pis. J'ai fait au mieux. Mais le romancier ne devrait rien avoir à dire autour. Pas de commentaires, plus de commentaires, fatigue et joie, une lueur, un apaisement, un couronnement, fatigue. Je viens d'écouter la bande de l'émission de RTL, c'est nul. Il va falloir me remettre à travailler. Travailler, et là le mot est souligné, le terme travailler littéralement souligné. Mercredi 21 janvier 1981, Zurich, Genève, puis Avoria, membre du jury du Festival du film fantastique. Je suis rentré depuis 2 jours, je n'ai même pas trouvé une seconde pour me remettre à l'ouvrage quotidien de ce journal. Tous les événements des jours derniers constituent un étonnant ramage de textes et chapitres à venir. Je n'ai jamais tant observé, écouté, saisi, mesuré, jubilé, et je me suis remis aussi à rire. Et j'ai fait de belles descentes dans la neige fraîche et poudreuse. Je n'ai plus peur de la pente. Voilà, une réunion de famille dans un blocos, retrouvailles avec Catherine Charbon. Vous vous rappelez, Catherine Charbon est donc l'auteur de ce documentaire pour la télévision suisse qui datait de 7 ans à l'époque, de 1974. Tant de films en quelques jours et pas toujours les meilleurs. Le jeu d'un jury où se côtoyaient Aznavour, Anderson, Obaldia. Puis le retour ici, les chats. Je veux retrouver ma vie, je vais la retrouver. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mardi 14 avril 1981, 5h du matin, je rentre du palace où la fête de Guépier réunissait 2000 ou 3000 garçons à 20h hier soir. Jack Lang me faisait dire qu'il me rappellerait à 21h. À 21h, il m'a chargé dans la mesure du possible d'adresser un message de la part de Mitterrand. Il savait que j'allais me trouver sur scène. Aucun représentant du PS n'avait accepté de se déplacer et ma note, envoyée il y a 8 jours à Mitterrand, lui avait paru trop dure, trop impliquante. J'ai donc joué de tous bords face au public. Après présentation d'un super cadeau de tombola, fétiches littéraires imaginaires et faux, clé de la chambre que Jean Genet partageait avec Divine, pigne de pain ramassé par un petit garçon pour André Gide, coquetier du premier petit déjeuner Radiguet Cocteau. On voit
l'atmosphère si particulière de ce monde de la nuit parisienne, de la nuit homosexuelle, de ce tout début des années 80 qui est en train de préparer l'alternance. Et d'ailleurs, à la date du dimanche 10 mai 1981, Mitterrand est élu, nous avons accueilli la nouvelle avec calme, ce bonheur grave qui caractérise les moments de commencement. Nous avons donc atteint la majorité dans tous les sens du terme. Je vais écrire des lettres à des amis, écrire des messages, la multiplication des messages. C'est le début de cette période attendu Yves Navarre. Parmi tant d'autres, il faudrait évoquer tous ces intellectuels de l'époque qu'il a connus, qu'il a fréquentés. Bien sûr, Roland Barthes, dont il apprend la mort par Bertrand Poirot Delpech. Bien sûr, Marguerite Duras et les autres, et tous ces gens qui ont travaillé à cette alternance mitterrandienne de 1981. Les choses pour Yves Navarre ne vont pas pour autant s'arranger, c'est le moins qu'on puisse dire. Il part pour Montréal en 1990. Il va fuir et se fuir constamment. Il fera d'ailleurs une tentative de suicide au Canada, puis revient un certain nombre de fois à Paris, jusqu'à cette fin qui aura lieu en janvier 1994. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je donne de nouveau la parole à Frédéric Andreau. C'était une journée d'hiver grise glaciale, dit-il. Comme beaucoup d'autres, la ville était triste, l'horizon bouché. Rien ne semblait vouloir différencier cette journée de celle qui l'avait précédée et de celle qui aurait pu suivre. Et pourtant, des médicaments, un sac sur la tête pour que ça aille plus vite, et Yves restera là, gisant au milieu de cet univers navarrien qu'il parvenait à reconstituer comme par magie, là où il s'installait. Son fameux bureau américain, ses objets, ses tableaux, ses livres, son gros stylo Montblanc à encre bleue, son tampon buvard, ses cendriers qui débordaient de mégots, ses paquets de cigarettes, ses piles de courrier et les chats, bien sûr. C'est son ami Charlie qui fera la triste découverte plusieurs jours après le décès d'Yves. Il avait trouvé anormal de ne pas avoir eu de ses nouvelles ce matin-là, comme le matin précédent. Inquiet, il était monté à l'appartement. Il y avait les clés. Le grand silence. 4 ans, quasi jour pour jour, avant son décès, voici ce qu'écrivait Yves Navarre dans ce journal que republie Séguier. Que publie, devrais-je dire. Je ne vais pas bien. Je multiplie les faux gestes. Un vertige me tient, je ne crois plus en rien, même pas au roman à venir. Il est 16h30, Joanne viendra me chercher dans 1 heure, je vais souper chez elle, et Lisette, je viens de classer les papiers pour le comptable qui viendra demain, il me reste à relire le testament pour faire les corrections avec le notaire demain soir. Un vide me tient, je ne crois plus en rien. À l'amitié, peut-être, quand elle se signale, or je m'éloigne, je m'en vais. Vous écoutez Radio Classique.